Les Acteurs de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Bonjour, aujourd'hui dans les Acteurs de la Transformation, nous allons échanger avec Marie-Pascale Piot, avocate spécialiste en droit du travail et en droit de la sécurité sociale. Nous allons échanger autour des tendances du Future of Work. Maître Marie-Pascale Piot, bonjour. Bonjour. Afin que nos auditeurs vous connaissent un peu mieux, pourriez-vous vous présenter rapidement, Maître Piot ? En quelques mots, une carrière déjà un peu longue, avec presque 30 ans d'exercice. Un petit point atypique, commencer comme avocat classique, en faisant beaucoup de contentieux pendant 7 ans. Après, petit pépin de santé, j'ai dû transformer un peu ma façon et mes fonctions, et j'ai créé une fonction particulière au sein d'EY, Ernst & Young, à l'époque, qui était une direction technique, on va le dire pour faire simple, d'avocat, fait par les avocats pour les avocats. Fonction que j'ai toujours, mais que j'exerce maintenant en même temps que mes fonctions d'avocat, on va dire classique, conseil en entreprise, sur du droit du travail, droit social de façon générale. Comme vous venez de nous le dire, vous travaillez chez EY. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce cabinet d'avocats ? Le cabinet d'avocats en tant que tel, la société d'avocats, c'est plus de 700 avocats en France. C'est un réseau mondial avec des avocats dans tous les pays du monde, plus de 150 pays où on couvre l'ensemble des domaines du droit, qui sont tous des conseils aux entreprises, pour les entreprises du droit des affaires de façon générale. Aujourd'hui, donc, on parle beaucoup du Future of Work qui donne du sens et de la reconnaissance au travail. D'après vous, est-ce que ce sont les clés du travail de demain ? Alors, tout dépend ce qu'on met derrière le terme Future of Work, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre derrière. Il y en a qui parlent d'organisation, il y en a qui parlent de statut de travailleur. Et puis, ça dépend du pays dans lequel on est. On va en parler différemment en France, en Europe ou aux États-Unis. Mais évidemment, il y avait une tendance qui existait avec la 4e ou 5e révolution, je ne sais plus où on en est, la révolution en tout cas du numérique. Cette révolution-là a été sans doute perturbée à la fois, mais a créé des accélérations avec la crise sanitaire que nous avons connue. Et évidemment, le futur, les nouvelles façons de travailler, ou le travail de demain, si on le dit de cette façon-là, va être à la fois impacté par la crise, par la révolution numérique et par sans doute aussi des évolutions sociétales fondamentales. La tendance est-elle à la démocratisation des travailleurs non salariés dans nos sociétés actuelles ? C'est difficile à dire. Ce qui est évident, c'est qu'on voit une évolution vers le travailleur non salarié, l'indépendant, le freelancer, on peut l'appeler le travailleur des plateformes, tout ce qui couvre ce qui est non salarié, effectivement, de façon générale. C'est des tendances tellement fortes que dans un certain nombre de pays, des législations sont mises en place pour protéger ces travailleurs non salariés. Le fondamental, la différence fondamentale, effectivement, entre le salarié et le non salarié, quel que soit le pays, ça va être les garanties et la couverture dont ils bénéficient, accident du travail, maladie, chômage, etc., etc. Donc, voilà, la tendance est tellement forte que les législateurs se sentent obligés de mettre en place un certain nombre de garanties pour protéger ces travailleurs qui sont des nouvelles formes de travail. Alors, plus particulièrement, les travailleurs des plateformes. On s'est intéressé très vite. Donc les travailleurs des plateformes, c'est les livreurs Uber. Mais il y a plein de plateformes que l'on connaît moins, qui sont des plateformes, par exemple, de mise en relation entre des informaticiens et puis des clients, ou toutes sortes de typologies de mise en relation, on va dire, entre un professionnel et un client final. Et ça, ce sont des travailleurs des plateformes, finalement. Ils sont indépendants, ils ont des statuts soit d'auto-entrepreneurs, soit de URL, enfin des statuts indépendants. Et ils vont quand même avoir une forme de contrainte par le biais de l'intermédiaire qui est soit la plateforme, soit ça peut être d'autres types d'intermédiaires. Est-ce que ça crée des problèmes ? On va prendre l'exemple d'Uber Eats. Ça crée des problèmes quand l'entreprise finalement qui utilise ces indépendants les utilise comme des salariés. Le terme utilisé, évidemment, je vous sentais bien que c'est la façon que j'ai de le prendre est un peu forcée. Mais c'est ça le point clé. Si la société porteuse, on va dire, de façon générale, de ces indépendants, considère qu'ils sont des salariés et donc leur donne des directives, les sanctionne,
les empêche d'avoir leur liberté d'entreprendre sur le prix, sur le choix du client, etc., eh bien, c'est plus des indépendants. Et c'est là commence le problème. Donc, la limite est ténue entre l'obligation ou la nécessité de la société utilisatrice de pouvoir donner ses objectifs et puis de les imposer par le biais de règles qui sont celles du pouvoir de l'employeur vis-à-vis d'un salarié. Est-ce que ces travailleurs sont protégés par la législation ? Alors, en France, on commence à avoir effectivement pour les indépendants, de façon générale, pas que ceux des plateformes, mais de façon générale, des législations qui évoluent, mais ça reste quand même beaucoup à la charge de l'indépendant que de devoir prendre ses protections sociales, mutuelles, prévoyance, c'est lui qui doit gérer ça. Assurance personnelle, professionnelle, etc. Ce qui est de relativement nouveau maintenant, c'est que l'assurance chômage commence à s'ouvrir dans certains cas et avec des conditions très restrictives aux indépendants. C'est-à-dire qu'il faut quand même rentrer dans des conditions que je n'énumérerai pas là parce qu'elles sont assez longues et complexes, mais on commence à voir quelque chose qui est de l'ordre de l'assurance chômage pour des indépendants, ce qui n'existait pas du tout il y a quelques années. Donc ça, on voit qu'il y a des avancées dans ce sens-là. Mais néanmoins, ça reste quand même à la charge de l'indépendant, quel qu'il soit, encore une fois, un auto-entrepreneur ou société personnelle, de devoir assumer lui-même sa propre protection et sa propre couverture sociale. Y a-t-il des statuts plus ou moins bien chez les indépendants ? Parce qu'on on peut être auto-entrepreneur, on peut être intermittent. Est-ce qu'il y a des statuts plus agréables que d'autres, plus simples ? Plus simple, c'est difficile à dire. En fait, c'est très lié à l'activité que l'on a. Si on est journaliste, si on est livreur travaillant pour une des plateformes, ou si on est un dessinateur qui a envie de choisir l'ensemble de ses clients, si on veut être porté, etc., on a effectivement des statuts différents et qui ont des avantages et des inconvénients tous. Donc, il y a, vous l'avez cité, auto-entrepreneur, il y a indépendant avec une URL, tout simplement. L'intermittent, c'est particulier, puisque c'est dans des secteurs particuliers qu'on peut être intermittent. On peut être intérimaire, on peut être manager de transition, on peut être porté aussi dans une société de portage. Voilà, c'est un peu tout ça, les statuts qui peuvent exister. Les freelances, en fait, ça couvre tout ça. Quelles sont les différences juridiques entre un travailleur salarié et un travailleur indépendant ? Je crois qu'elles sont très nombreuses finalement. Oui, il y en a beaucoup. En fait, le travail salarié, il y a 3 caractéristiques principales, on va dire. L'employeur, vis-à-vis de son salarié, va lui donner du travail, donc lui donner une activité, lui donner une rémunération et va lui donner des directives. Et quand ces directives ne sont pas suivies, il va pouvoir le sanctionner. C'est ce qu'on appelle le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Côté indépendant, on est sur une prestation de service. Donc on va avoir un contrat de prestation qui va fixer le cadre de la prestation. Quelle est la prestation dont j'ai besoin donc on va demander, la société utilisatrice cliente va la demander à son co-contractant qui est l'indépendant. Et il peut y avoir des sanctions, mais elles vont être d'ordre pécuniaire, elles vont être commerciales. Donc c'est le contrat. En fait, c'est le droit commercial qui s'applique dans un cas, c'est le droit du travail dans l'autre. Donc vous avez 2 codes différents. Voilà, c'est pas les mêmes droits. Est-ce que la crise sanitaire va impacter le nombre de travailleurs indépendants d'après vous ? Alors, c'est une bonne question. Il y avait une vraie tendance avant la crise sanitaire à l'augmentation, effectivement, du nombre de travailleurs indépendants. Surtout, en fait, les grandes entreprises, les plus petites d'ailleurs, diversifiaient le type de travailleur, de façon générale. Je prends le terme travailleur au sens européen du terme, c'est celui qu'on retrouve dans les directives. Donc, de façon générale, c'est celui qui travaille pour un autre, on va dire. C'est un terme qui n'est pas juridique, qui est plus général. Et donc, les entreprises diversifiaient la typologie de travailleurs qu'elles utilisaient parce ils voyaient qu'ils avaient besoin de certains travailleurs pérennes, donc des salariés dans l'entreprise à long terme, et puis éventuellement des spécialistes ou des fonctions très particulières de façon plus ponctuelle. Et sur ces fonctions-là, on voyait qu'ils pouvaient faire appel effectivement à des indépendants de plus en plus parce qu'il y avait une telle évolution, une rapidité d'évolution des activités qu'il faut aussi pouvoir avoir une très grande flexibilité, agilité dans le choix des travailleurs. Donc, il y a cette augmentation. La crise, évidemment, a augmenté ce mouvement parce que, justement, il y avait une certaine incertitude sur la pérennité d'un certain nombre d'emplois et puis un besoin d'agilité encore plus forte, un besoin d'adaptation à cette crise c'était exponentiel, on le voit. Donc, je pense que cette latitude à utiliser des indépendants
qui a été ouverte, enfin cette porte encore plus grande qui a été ouverte pendant la crise, va encore accentuer le mouvement. Mais c'est difficile à dire parce qu'il y a aussi du côté des travailleurs un besoin de plus grande garantie. Ma prochaine question, c'est là-dessus qu'elle va porter justement. Est-ce que des dirigeants d'entreprise veulent passer des salariés au statut d'indépendant ? Alors ça arrive, on peut accompagner, c'est juridiquement un peu dangereux. Pourquoi ? Parce que l'administration, que ce soit l'administration de la sécurité sociale ou l'administration du travail, a tendance à considérer que si vous étiez salarié avant, vous le restez après. Donc, et que c'est quelque part de la fausse indépendance. Enfin, voilà. Mais ça peut être de la vraie. Ça peut être effectivement une vraie volonté de l'entreprise de laisser une liberté d'entreprendre particulière à une certaine typologie de salariés. On voit ça peut-être dans des fonctions market ou de promotion, voilà, où on veut qu'il y ait une plus grande diversité dans ceux qui vont faire la promotion des produits, par exemple. Donc, quels sont les avantages à être travailleur indépendant aujourd'hui ? C'est la liberté. C'est la liberté en principe de pouvoir choisir, la liberté de choisir ses clients, son activité, son temps, la façon, sa méthode de travail. Voilà, c'est principalement ça. C'est à la fois la liberté. Alors le pendant de la liberté, la contrainte, on va dire, l'inconvénient de cette liberté, c'est la dépendance en fait économique que l'on peut avoir vis-à-vis de ses clients. Et donc la crainte et le risque entrepreneurial, qui est positif ou négatif, on peut le voir des deux façons, mais le risque entrepreneurial, c'est celui effectivement de devoir rechercher toujours des nouveaux clients, de devoir les fidéliser, etc. Quand on est salarié, on a moins besoin de faire ça. Pensez-vous que les travailleurs indépendants doivent être protégés par un cadre contractuel ? Plus ça va se développer, plus ça va être effectivement important. Il y a des pays qui se posent la question, en Espagne notamment, ils ont créé une sorte de statut intermédiaire, qui est un indépendant dépendant. C'est bizarre à dire, en fait c'est un indépendant qui est dépendant économique d'un client. C'est-à-dire il a un client qui représente plus de 75% de son activité. Il est quand même libre de choisir ses missions, sa méthode, son temps, etc. Donc de cette façon-là, il est dépendant. Mais d'un autre côté, effectivement, s'il perd ce client, il se retrouve un peu comme un salarié dont on romprait le contrat. Peut-être, effectivement, il faut aller vers des garanties ou des couvertures ou des sécurisations. On utilise beaucoup le terme de flexi-sécurité en droit du travail. On pourrait l'utiliser aussi pour les indépendants. C'est avoir la flexibilité, mais aussi une sécurisation minimale. On pense aux accidents du travail, on pense aux accidents de la vie, tout simplement, une invalidité, une inaptitude. Ce sont des événements sur lesquels, franchement, les dirigeants, les indépendants n'ont pas beaucoup de protection. Maintenant, on est dans un pays où l'État protège beaucoup. Quand on parle de ce point-là aux États-Unis, on regarde avec des yeux ronds parce que le salarié lui-même n'est pas autant protégé qu'en France. Donc il y a moins de différence sur ce plan-là entre l'indépendant et le salarié aux États-Unis qu'on peut l'avoir en France. Auriez-vous d'ailleurs des conseils à donner aux indépendants pour qu'ils soient mieux protégés ? C'est une vaste question aussi. Oui, c'est une vaste question. Il faut prendre conseil auprès de professionnels. Vous pouvez me répondre mieux que ça. Non, oui. Après, c'est difficile de répondre. Je ne vais pas faire une réponse de Normand, mais c'est difficile parce que chaque situation va amener à des conseils un peu différents. Chaque situation de vie et chaque typologie d'activité. Donc, le point, effectivement, c'est d'anticiper quand même au maximum et de se renseigner sur la typologie d'accident de la vie, quel qu'il soit. Effectivement, perdre un client, avoir une difficulté momentanée, comment on le gère, et de voir effectivement si on est relativement bien couvert, si on le souhaite ou pas, là où on souhaite prendre des risques ou pas par rapport à ce que j'appelle accidents de la vie de façon générale, qui sont encore une fois des accidents éventuellement contractuels ou commerciaux. Quand on se lance dans cet indépendant en France, encore une fois, parce qu'on a ces réflexes de grande couverture quand on a été salarié avant, eh bien, il faut savoir que
Voilà, tout ça n'est pas couvert et que quand on change ses lunettes, ça coûte très cher et que quand on va chez le dentiste, ça coûte très cher. Donc ça on le sait, on se couvre assez facilement, mais on se couvre sans doute moins sur des risques de perte de contrats importants. Et c'est là où il faut se poser vraiment les bonnes questions. Et les risques professionnels aussi, les responsabilités qu'on peut prendre. Et là, ça va dépendre de l'activité que l'on a, mais on peut porter des responsabilités propres par rapport à sa profession. Quand un salarié, par exemple, veut devenir indépendant, il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire lentement, on peut le faire d'un coup. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais encore dire ça dépend, mais il faut se connaître. Donc, si on a un vrai esprit d'indépendant, il faut se jeter à l'eau. Enfin, voilà, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Et ça veut dire qu'en plus, encore une fois, en France, on peut être très aidé pour passer du salariat à l'indépendance, surtout si on a son contrat rompu. Un licenciement, Pôle emploi a des systèmes qui aident les indépendants à s'installer pendant une période. Donc, on peut avoir un soutien pendant une période. Si ce n'est pas le cas et si on se démissionne, après, on peut essayer de trouver des moyens pour y aller plus progressivement, effectivement. Garder, si on le souhaite et si on a notamment une situation de famille qui nécessite de garder un certain nombre de garanties de couverture, garder un temps partiel plus assuré dans un salariat, éventuellement un peu alimentaire, un peu moins intéressant, intellectuellement peut-être moins prenant, qui permet de développer vraiment l'activité d'indépendant à côté. On peut cumuler les deux. Donc voilà, ça peut être un moyen pour ceux qui ne veulent pas se jeter à l'eau ou ceux qui ne peuvent pas se jeter à l'eau complètement. J'ai une dernière question pour vous. On va parler des dirigeants. Quels sont les pièges à éviter ? Quels conseils pourriez-vous leur donner quand ils recrutent des indépendants ? Alors, le point important, c'est de bien anticiper tout le cadre juridique de la relation, effectivement, avec l'indépendant. Donc, il ne va pas prendre à la légère, alors c'est un avocat qui vous parle, mais c'est du vécu aussi, le contrat de prestation que l'on signe avec l'indépendant. Il faut vraiment que le contrat soit à la fois conforme à l'objectif et puis comporte l'ensemble des préconisations qui vont faire que l'on va être, si effectivement l'indépendant ne réalise pas le travail correctement ou s'il ne le fait pas dans les temps, etc., et que l'on puisse connaître tout ça. Ça peut paraître une évidence, mais combien de fois moi je suis tombée sur des contrats de prestation qui n'avaient ni queue ni tête, qui avaient été faits rapidement, dans le cadre d'une relation de confiance. On se connaît, c'est pas grave, on fait ça rapidement, et puis quand il y a un problème, le contrat n'aime pas supporté. Donc ça, c'est vraiment sans doute le point le plus important. Et le deuxième point, et le deuxième conseil, c'est le suivi. Toute relation de travail doit être suivie régulièrement. Donc, prendre une relation avec un indépendant, en général, si c'est pour un temps court, c'est pas grave, mais si c'est pour un temps plus long, il faut donner des étapes régulières de vérification et voir si le contrat est toujours bon, si la prestation est toujours réelle, etc. etc. Merci beaucoup Marie-Pascale Piot d'être venue sur le plateau des Acteurs de la Transformation. Merci. Je rappelle que vous êtes avocate spécialisée en droit du travail et en droit de la sécurité sociale chez EY. Merci à vous de nous avoir suivis. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Alors n'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur les plateformes de téléchargement. Bonne fin de semaine à tous. Les Acteurs de la Transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adconci.com et toutes les plateformes de podcast.